Voilà, chers apprenants, comme je vous l'ai promis, nous revenons sur cette vidéo parler d'un quatrième sujet de dissertation, sujet de TD, intitulé La révolution plébéienne et ses conséquences institutionnelles. Mais là, au lieu de faire phase préparatoire et introduction, nous allons sauter l'introduction pour vous permettre d'avoir une idée sur le développement. Donc nous allons faire phase préparatoire, mais pas phase bâclée, hein, parce que nous supposons que maintenant on en a assez disserté, on en a assez parlé. Vous avez quelques notions maintenant là-dessus. Nous allons donc passer en revue la phase préparatoire pour mettre l'accent, dans un second temps, sur le développement de la dissertation, mais appliqué à ce sujet numéro 4 de notre séance de travaux dirigés sur Rome. Donc, le sujet intitulé « La révolution plébéienne et ses conséquences institutionnelles ». Lisez le sujet « Révolution plébéienne et ses conséquences institutionnelles ». Une fois, deux fois, et en autant de fois qu'il est nécessaire de stimuler votre esprit. Ne vous privez jamais de ce plaisir. Soulignez les mots-clés. Évitez le mot à mot. Évitez le mot à mot, ça ne vous mène nulle part. Il ne s'agit pas de souligner le mot à mot. Là, pris individuellement, à part article défini féminin, il n'a pas de signification particulière dans le cadre de ce sujet. Donc, le mot à mot ne vous mène nulle part. À éviter. Soulignez que les mots qui pris ensemble sont susceptibles d'avoir un sens. La révolution plébéienne, ses conséquences institutionnelles. Et ceci pour analyser le sujet. En analysant, et qu'est-ce que nous demande? Est-ce que range notre sujet dans étude de notion? Est-ce que range notre sujet dans étude de rapport? Et vous verrez ici également que conjonction de coordination demande toujours une relation et commande toujours une étude de relation entre la révolution plébéienne et ses conséquences institutionnelles. Recensez en vrac les idées inspirées par chaque mot-clé. La révolution plébéienne, dans la première colonne de notre tableau, nous verrons que sous révolution plébéienne, il y a en fait 3 révolutions plébéennes. Dans la première, 494 avant Jésus-Christ, correspond à une grève de la guerre. C'est ce que la doctrine, dis-moi que c'est la manière dont la doctrine l'a finalement appelé, parce que c'était à la veille d'une guerre importante pour Rome. Les plébéiens se sont retirés sur le mont Aventin pour menacer de se séparer complètement avec la cité. Donc, grève de la guerre, retrait au mont Aventin. Sécession suite à une crise économique, esclavage pour dette, déception politique, république oligarchique accaparée par les patriciens. Donc, deuxième sécession 449, troisième sécession 287 avant Jésus-Christ. Alors, sous conséquences institutionnelles également, nous verrons que suite à ces sécessions, suite à ces révolutions, on note la création du tribunat de la plèbe, du conciliat de la plèbe. On note également l'institution d'une commission de décemvir. On note également la rédaction de la loi des 12 tables par cette commission de décemvir. On note enfin une loi d'égalisation, la loi Hortensia, qui est en fait une autre conséquence institutionnelle sous la révolution romaine. Donc, mettez en vrac toutes les idées et sous chaque mot-clé qui vous traverse l'esprit pour non seulement activer votre réflexion, stimuler votre esprit, mais aussi préparer les premières idées qui vont constituer le corps de votre devoir. Confronter les idées en prélude aux problèmes impliqués, la révolution plébéienne, une catégorie sociale exclue juridiquement de la cité, une catégorie sociale enrôlée plutôt dans l'armée romaine, une Rome engagée de plus en plus sur le terrain de la conquête,
appauvrissement de la classe plébéienne, sécession de la plèbe et menace de création d'une nouvelle ville, compromis social, satisfaction des revendications et satisfaction évolutive des revendications de la plèbe. Bref, confrontez toutes les idées que vous avez eues ça et là et essayez de voir est-ce que ça ne pose pas un problème en soi. Et après avoir découvert ce problème, posez-le en respectant les exigences, la clarté, la précision, la juridicité entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un néologisme, et l'interrogation. Donc le bon problème juridique ici pourrait être quelles sont les conséquences institutionnelles de la Révolution romaine. De toute façon, ce n'était pas difficile à trouver. Le sujet tel que formulé renfermait lui-même un problème juridique. On parlait de conséquences d'institutions, on parlait de révolution. Donc cela allait de soi qu'il s'agit bien des conséquences institutionnelles ou des révolutions plébéiennes. Ensuite, faites ressortir les intérêts du sujet. On n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, on l'a déjà assez dit. Élaborer le plan en respectant une cohérence externe, c'est-à-dire cohérence entre les deux parties et le problème juridique. Ici, quelles sont les conséquences institutionnelles de la révolution plébéienne? Grand 1, les acquis organiques de la révolution plébéienne. Grand 2, les acquis matériels de la révolution plébéienne. Parce que lorsqu'on pose ce problème de conséquences, lorsqu'on note aussi les institutions qui sont nées suite à ces révolutions plébéiennes, on verra qu'elles sont de deux ordres. Il y a des institutions qui créent en fait des organes, tels que le tribunal de la plèbe, tels que les édiles plébéiens, mais tels que aussi le concilia plebis, l'assemblée du peuple plèbe. Mais on verra également qu'à côté de ces organes, d'autres acquis ont été observés et qui cette fois-ci ont trait à la matérialité, c'est-à-dire que ce ne sont plus des organes mais des règles. La codification entre guillemets de la loi des 12 tables est un acquis matériel. Ensuite, cette série de lois dont l'aboutissement a été la loi Hortensia, qui a finalement instauré l'égalité entre les deux ordres, entre le patriciat et les plébéiens, je veux dire, ça aussi, ça a été l'issue directe de ces révolutions. Ça a été même l'aboutissement de ces révolutions romaines. Voilà pourquoi donc le plan dit grand 1, acquis organiques de la révolution plébéienne, et grand 2, les acquis matériels de la révolution plébéienne. Donc, annoncer aussi le plan en respectant une cohérence interne. Les sous-parties doivent être toujours en adéquation avec les grandes parties et le tout doit recouper le problème juridique. Quelles sont les conséquences institutionnelles? Acquis organique de la révolution plébéienne. A. Institution de la magistrature plébéienne. B. L'institution de l'assemblée plébéienne. Grand 2. Les acquis matériels de la révolution plébéienne. A. La rédaction de la loi des 12 tables. B. La législation d'égalisation juridique entre les deux ordres. Donc, annoncer le plan en respectant les exigences de cohérence externe et de cohérence interne. Alors, là, on en vient au développement. Mais parce que tout ne peut pas être traité dans le cadre d'une vidéo. Les contraintes de temps ne nous le permettent pas. Mais nous allons, comme pour la première, du moins la troisième vidéo, nous avons mis l'accent sur l'introduction. Pour la quatrième vidéo, nous allons mettre l'accent sur le développement. Donc, nous allons sauter un peu l'étape de l'introduction. Donc, le développement de la dissertation. Vous n'avez pas besoin d'écrire en titre le développement. Non. Faites juste un saut de ligne. Ceci suffit pour matérialiser ce développement. Par contre, il est toujours important de matérialiser la grande partie, la première partie. Donc, mettez grand 1, les acquis organiques de la Révolution et soulignez. Bon, maintenant, une fois que vous mettez le titre, entre le titre et les sous-titres, mettez ce qu'on appelle un chapeau introductif. Vous ne pouvez pas abruptement venir annoncer vos deux sous-parties sans au moins les annoncer. C'est une sorte d'annonce, un petit annonce. Donc, faites un chapeau introductif. Exemple ici, on pourrait dire, suite à la première sécession, 2 organes ont été concédés à la plèbe
dans le but de les faire réintégrer la cité. Il s'agit des magistrats de la plèbe, et mettez, comme vous faisiez avec l'annonce de plan, entre parenthèses grand A, et de l'Assemblée du peuple de la plèbe, entre parenthèses grand B. Là, c'est le chapeau introductif qui vous permet d'introduire, d'annoncer vos deux sous-partis. Donc les sous-partis aussi, il faut les matérialiser avec des grands A. Donc mettez grand A, institution de la magistrature plébéienne. Alors là également, d'aucuns disent que c'est nécessaire, d'autres disent que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous pouvez le faire, ça ne gâche rien du tout. Ça rehausse la qualité de votre travail. Donc mettez en petit, en mini chapeau introductif si vous êtes apte à le faire. Sinon, allez-y, annoncez directement, ou plutôt entamez directement vos 2 points. Alors la première sécession de la plèbe, 495, se solde par l'insurrection du Mont Sacré, 494, suivi de la création des tribuns, grand 1, ou moins petit 1, et des édiles de la plèbe, petit 2. Alors, petit 1, matérialisé, les tribuns de la plèbe. Alors, sous les tribuns de la plèbe, vous devez parler de la création de ces tribuns. Par exemple, ces tribuns sont créés entre 493 et 494. Ils sont élus collégialement pour une durée d'1 an. Alors, c'est une magistrature représentant la plèbe et interdite aux patriciens. Ils ont un caractère inviolable et un droit de veto. À ne pas, mais ce droit de veto contient ce qu'on appelle le tribunicia potestas et non l'imperium. Alors, c'est tous les éléments d'information qu'il y a sous les tribuns de la plèbe, comme acquis de la révolution plébéienne, mais aussi dans un style un peu argumenté. Vous ne devez pas superposer ces idées sans souci de mettre un lien entre elles. Il faut progresser d'une manière argumentative, entre guillemets. Donc, vous devez suivre la structure de la... Bref, sous ce point, entretenir un raisonnement pour montrer comment les tribuns de la plèbe sont une conséquence de la révolution. Alors, une fois que vous terminez avec ce premier point, les tribuns de la plèbe, toujours sous les acquis organiques de la Révolution, toujours sous l'institution de la magistrature plébéienne. Deuxième point, les édiles de la plèbe. Là également, comme vous avez fait avec les magistrats de la plèbe, du moins les tribuns de la plèbe, création, ils sont créés simultanément avec les tribuns. Ils sont élus en collégialité pour 1 an par les comices centuriates. Ils assistent les tribuns de la plèbe. Ils sont les gardiens des senatus consuls et des plébiscites. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas accorder à la plèbe ses propres magistrats, ses propres tribuns, qui sont en fait calqués sur le modèle des consuls, sans pour autant avoir tous les pouvoirs des consuls, et ne pas leur chercher leur propre secrétaire. Sans quoi, ça risque de mettre en risque les décisions qu'ils vont prendre si vous les mettez entre les mains des patriciens. Voilà donc pourquoi on a créé les édiles de la plèbe. Mais on s'est rendu également compte que la création des édiles de la plèbe a été suivie par la création des édiles curules, qui sont supérieurs aux édiles plébéiens. Et l'édilité curule a été ouverte aussi aux patriciens. Donc on dirait qu'il y a eu des contre-pouvoirs, pour paralyser un peu l'autonomie de ces magistrats de la plèbe. Mais bref, souvenez-vous, ne présentez pas ces idées d'une manière superposée, sans lien entre elles. Vous devez faire un petit effort de raisonnement, d'évolution. Alors vous dites, vous affirmez une idée, vous l'argumentez, ensuite vous essayez de passer à une autre idée. Donc structure, argumenter, démarche, argumenter, idée, argument, conclusion, transitoire pour une autre idée ou la partie qui va suivre, conclusion, transitoire. Donc vous ne pouvez pas non plus finir, ou plutôt aborder un point, le terminer sans pour autant faire une transition pour le point suivant. Donc souvenez-vous toujours, soit c'est un mot de transition, soit c'est une phrase de transition. Entre 2 sous-points ou 2 points, c'est un mot de transition. Mais entre 2 parties ou 2 sous-parties, c'est une phrase de transition.
donc, sous toujours les acquis organiques de la Révolution, B, matérialisez bien, B, l'Assemblée de la plèbe, appelée comice tribute plébéien, calqué sur le modèle des comices tributes patriciens, mais présidé par un tribun. Alors, l'autre, c'est assemblée exclue pour les patriciens et représentant uniquement les plébéiens. Alors, c'est cette assemblée qui élit les tribuns et les édits de la plèbe. Elle peut aussi légiférer en votant des plébiscites. Donc, c'est tout cela, toutes ces informations que vous devez ordonner entre elles, toutes ces idées que vous devez faire suivre logiquement dans une structure argumentée pour alimenter vraiment le sous-point lié à l'assemblée de la plèbe. Et songez après à la phrase transitoire, parce que là, vous quittez deux points, ou plutôt vous quittez une partie vers une autre partie. Il vous faut nécessairement une phrase transitoire en bas. Exemple, malgré ces quelques acquis institutionnels, le combat pour l'égalité des droits se poursuivait toujours et avait cette fois-ci pour cible le contenu des règles appliquées à la cité. D'où la seconde partie de notre raisonnement. Exemple, ça peut être un exemple d'une phrase de transition pour aborder la deuxième partie. Alors, ici, la deuxième partie, maintenant, a trait à ce qu'on appelle les acquis matériels. Donc, on vient bien matérialiser cette deuxième partie par un grand 2 en chiffre romain. Ensuite, les acquis matériels de la Révolution, vous soulignez. Et n'oubliez pas, à l'entame de chaque partie, il faut ce qu'on appelle un chapeau introductif. C'est toute la formalité du droit. Hein. En droit, on ne dit pas une chose comme on veut. On le dit dans une certaine forme. Or, la dissertation, voilà des éléments de forme qui l'accompagnent. Donc, chapeau introductif. Exemple ici, la deuxième et la troisième sécession de la plèbe ont eu pour conséquence la rédaction de la loi des 12 tables, entre parenthèses grand A, et l'achèvement du processus d'égalité juridique des deux ordres, entre parenthèses grand B. Alors, à la ligne maintenant, grand A, comme vous l'avez annoncé dans le chapeau introductif, la rédaction de la loi des 12 tables. Alors là, il y a 2 points. Mais entre ces 2 points, c'est un choix, c'est une option. Vous pouvez mettre un petit chapeau hein, si vous en avez les moyens, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement annoncer ces 2 petits points. Mais là, par exemple, on peut dire projet que la rédaction de la loi des 12 tables a été un projet porté par les tribuns de la plèbe afin de définir les pouvoirs des consuls jugés quelque peu arbitraires tout de même. Alors, le premier point, c'est la procédure de la rédaction de cette loi des 12 tables. Alors, ça s'est passé durant la deuxième sécession de la plèbe. Donc, il y a d'abord eu un projet qui l'a précédé, c'est le projet de la Lex Tarantilia au sujet de la mise par écrit des lois et des droits des consuls, parce qu'ils étaient les seuls à avoir accès à ce droit. Donc, ils pouvaient l'appliquer à leur guise et c'était une magistrature qui est monopolisé par le patriciat, d'où la plèbe subissait un certain nombre de torts. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le tribunal a été créé, pour que les tribuns de la plèbe, avec leur fameux veto, l'intercessio tribunicienne, que ces tribuns puissent s'opposer à la décision d'un consul jugé quelque peu arbitraire. Donc, même bien avant la deuxième sécession, les tribuns avaient un projet de mettre sur écrit les lois applicables à la cité et des droits des consuls. Ensuite, durant cette deuxième sécession de la plèbe, lorsqu'ils ont été rappelés, alors on a procédé à la démission des consuls et des tribuns de la plèbe au profit d'un décemvir. Un décemvir, c'est une commission, disons aujourd'hui une commission de rédaction des lois, hein, donc c'est des super consuls, parce qu'ils sont au nombre de 10, ensuite, ils ont une compétence législative et un pouvoir consulaire. Et cette démission des consuls et des tribuns a eu lieu entre 451 et 449 avant Jésus-Christ. Autrement, si on le détaille, c'est la création de la première commission de décemvir en 449, et c'est cette commission qui élabore les 10 premières tablettes de la loi des 12 tables. Ensuite, il y a eu la deuxième commission qui a été instituée en 451 et qui a
achevé la rédaction et intégré des 2 dernières tablettes qui fait aujourd'hui ce que la postériorité a eu comme, ou plutôt a eu appelé la loi des 12 tables. Donc ça a été rédigé en 2 phases, 449, première commission, 451, deuxième commission. Mais la particularité avec cette commission des décemvirs, c'est que après, parce que c'était une commission ad hoc, c'est-à-dire qu'il avait pour mission de rédiger la loi des 12 tables et de se dissoudre pour remettre le pouvoir aux institutions normales de la cité. Je veux dire le consulat, les tribunaux, les autres magistrats. Mais la particularité avec eux, c'est qu'une fois que leur mission est terminée, enfin, ils font abuser de leur pouvoir et ont institué un gouvernement despote, brimant la plèbe et ignorant même le Sénat qui, souvenez-vous, est le tuteur de la République. Donc, c'est cet abus qui, en fait, a occasionné d'autres troubles. Mais bref, toutes ces informations, vous devez les présenter sous une démarche argumentée et je veux dire raisonner, hein. Vous ne pouvez pas superposer toutes ces informations. Tout ce que vous savez, comme vous faisiez avec le tableau à... je veux dire, le tableau d'entraînement là, au niveau de la phase préparatoire, il fallait coucher sur papier toutes vos idées là, que vous avez... Non, ici, il ne s'agit plus de coucher en vrac toutes vos idées, mais il s'agit de les ordonner. Et vous pouvez même prendre des idées de ce tableau et vous les ordonner dans une structure argumentée. Donc, et aussi songer à une petite transition, parce qu'en quittant toujours un point vers un autre, vous devez faire en sorte qu'il y ait une transition. Une transition. Soit c'est un mot de transition, parce qu'il s'agit de 2 petits points. C'est une phrase de transition, parce qu'il s'agit de 2 parties. Bon, toujours sous acquis matériel de la Révolution, la rédaction de la loi des 12 tables. Là-bas, on a dit procédure de rédaction de cette loi des 12 tables, on a vu comment ça s'est passé, mais là aussi on doit aborder le contenu même de la loi des 12 tables. Qu'est-ce que cette loi des 12 tables? Il s'agit d'abord d'une codification et de la laïcisation du droit. C'est à partir de cette codification qu'il a été séparé la religion du droit civil. On a noté une séparation entre ce qui est permis par la religion, le fameux faste, et ce qui relève du droit civil, le fameux ius. On a confié le faste à un rex, à un pontife, et le ius à un prêteur. Donc, victoire de la loi sur les responsa orales des pontifes. Parce qu'avant, ce sont ces religieux-là qui avaient la charge, qui étaient les gardiens secrets des procédures. C'est eux qui étaient les seuls à connaître comment le droit se passait, et c'était également des fonctions monopolisées par le patriciat. Donc la plèbe a eu pour victoire l'écriture de la loi. La loi a été écrite, elle a été publiée au forum, accessible à tout le monde. Et on peut dire même aujourd'hui que c'est l'ancêtre de la promulgation comme condition sine qua non de l'opposabilité de la loi. Aujourd'hui, le principe fondamental de la République, c'est qu'une loi ne peut pas être opposable tant qu'elle n'est pas publiée au journal officiel. On peut dire que cette publication, cette exigence de publier la loi que la plèbe a finalement, ou du moins sur laquelle la plèbe a finalement eu gain de cause, on peut la considérer comme l'ancêtre de publication opposabilité. Alors, consécration des règles de droit privé et de procédure civile, consécration en matière criminelle de la procédure menée sous l'instruction des questeurs, limitant ainsi drastiquement l'impérium consulaire en matière judiciaire. Parce qu'avant, le consul avait droit de vie et de mort, ce qu'il veut. Et il était accompagné de ses licteurs, qui étaient des agents de main, des gardes-corps, prêts à fracasser la tête de quiconque les consuls condamnés à mort. À partir de l'élaboration de cette loi, on consacre une procédure criminelle mise sous la responsabilité des questeurs, ce qui limite drastiquement. Donc voyez-vous même, dans le contenu, on voit des acquis de la Révolution. On voit même les acquis de la loi des 12 tables. Mais cette loi n'est pas sans quelques limites tout de même, il faut le reconnaître. Cette loi est limitée d'abord au niveau de la procédure qui est toujours gardée en partie secrète
par les pontifes, maintien d'une stricte séparation entre les deux ordres par l'interdiction des mariages mixtes. La loi de ça interdit, elle maintient ça. On interdit le mariage entre les patriciens et les plébéiens, et elle maintient également le monopole de la magistrature aux patriciens, ce qui en fait n'achève pas du tout la plateforme revendicative des plébéiennes durant ces débats. Donc, on songe à une phase de transition. Ainsi, la loi des 12 tables, malgré ses progrès n'apporte pas l'égalité juridique tant souhaitée entre patriciens et plébéiens, hein, ce qui justifie une troisième sécession. Donc ça peut constituer une phrase de transition pour aborder le deuxième ou la deuxième sous-partie, toujours les acquis matériels de la Révolution, la législation d'égalisation juridique entre les deux ordres. C'est vraiment l'achèvement de ces révolutions. C'est même vraiment l'aboutissement de toutes ces revendications. Et ça s'est passé durant la troisième période de sécession de la plèbe, qui est localisée en 287 avant Jésus-Christ, et qui a été précédée, elle aussi, par la stipulation, ou plutôt, qui a été marquée, succédée, j'allais dire, par la stipulation des lois Valeria Horatia, du moins qui a été précédée par la stipulation des lois Valeria Horatia, et une loi qui exigeait une ratification par le Sénat des plébiscites pour avoir force de loi. Parce que souvenez-vous, on a dit les tribuns de la plèbe étaient des magistrats de la plèbe. On avait accordé également à la plèbe ce qu'on appelle le concilia plebis, qui était une assemblée de la plèbe et qui pouvait légiférer à travers les plébiscites. Mais la particularité de ces plébiscites, c'était que d'abord, elles n'étaient ou ils n'étaient applicables qu'au peuple romain. Ensuite, une loi Valeria Horatia a imposé à ce que ces lois, ces plébiscites soient applicables sur l'ensemble du peuple romain, mais à la condition qu'il soit ratifié par le Sénat. Alors ceci, la plèbe, lorsqu'elle s'est retirée sur le mont Janicule cette fois-ci, et qu'il a été rappelé à la cité, pour satisfaire à ses doléances, on a promulgué une nouvelle loi qu'on appelle la loi Hortensia, qui favorise la plèbe pour qu'elle revienne dans la cité. Cette loi avait quel contenu? Qu'est-ce qu'elle contenait? D'abord, elle amnistie et allège les dettes de la plèbe. Deux, cette loi donne au plébiscite la force de la loi applicable sur l'ensemble du peuple romain. Et c'est vraiment l'achèvement de la lutte des classes à Rome. Les plébiscites décidés par les concilia plebis ont force de loi sur le peuple entier. Cette loi supprime la ratification sénatoriale traditionnelle qu'on connaissait sous le nom d'Auctoritas Patrum. Donc voilà un peu l'histoire de la révolution plébéienne à Rome. Donc voilà comment est-ce qu'il faut le coucher dans un développement en alliant la forme et le fond. Maintenant, la conclusion, c'est comme j'ai dit au niveau dès l'entame de mon propos, elle n'est pas obligatoire, tout au moins en première année. Parce que si conclure veut dire pour vous passer en revue, abstenez-vous. Parce qu'en droit, il est interdit de se répéter. Donc si conclure, c'est répéter tout ce qu'on a dit, abstenez-vous de conclure. Vraiment, sur ce, je vous remercie et j'espère que ces explications vous ont été d'une utilité. Et vous donne rendez-vous sur d'autres occurrences pour encore parler de méthodologie. Merci.